Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure qui est ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes et résilientes qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Dans cette émission, on met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Au-delà des limites est animé par Yvan Deslauriers. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Et moi-même, Francine Forget. Alors, notre invité aujourd'hui, Kim Auclair. Bonjour, Kim. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Alors, Kim, elle dit souvent « Je ne suis pas ma surdité, elle fait partie de moi ». Cette phrase qu'elle utilise définit pleinement son parcours de vie jusqu'à présent. Kim, c'est une jeune femme d'une grande énergie qui, dès sa naissance, a eu à s'ajuster et à ajuster sa vie à un handicap invisible, la surdité. On va voir avec elle que son parcours n'a pas toujours été un grand fleuve tranquille, mais quand même, il l'a souvent menée à de belles et grandes réalisations. Et sûrement qu'il y en a encore plusieurs à venir, parce que Kim, c'est quelqu'un qui est tombé dans la potion magique de l'entrepreneuriat quand elle était petite. Et c'est ce qui a largement contribué à faire ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, on va faire un parcours avec elle aujourd'hui. Premièrement, on va regarder, je dirais, avant et après l'implant cochléaire. Ensuite, les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Et ensuite, les projets, parce que c'est pas ça qui manque. Alors, c'est parti. Bonjour officiellement à Kim Auclair. Bonjour, bonjour. Oui, alors tu es en forme aujourd'hui. Tu es prête à te laisser aller et embarquer dans notre aventure? Avec plaisir. Bon, alors on va commencer avec avant l'implant. C'est comme ça qu'on l'a appelé, nous, dans notre segment. Donc, on va aller dans la première partie de ta courte vie, parce que quand même, tu n'as pas 100 ans encore. Alors, dès ta naissance, Kim, tu vis avec une surdité importante. Toute petite, tu avais déjà un appareil auditif aux 2 oreilles, mais ce que tu voulais surtout, c'était d'être comme tout le monde, sans distinction. Et ce choix-là, est-ce que ça a été facile à vivre, à la fois pour toi, mais aussi pour ton entourage, tes parents, tes amis? En fait, c'est quand on est avec une surdité, la personne qui décide pour nous, c'est nos parents. Donc, nos parents, je pense qu'ils font le mieux qu'on peut en fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est sûr que moi, il n'y avait aucune personne sourde dans ma famille qui avait un problème de surdité. Donc, l'inclusion était une valeur hyper importante. Et j'en ai la preuve en retrouvant une lettre que ma mère elle a envoyée au docteur Ferron dans le temps, en 1985. Puis elle souhaitait vraiment que je sois incluse dans des classes normales, dans des endroits normaux, sans être dans des classes spécialisées. Donc, c'est un choix que ma mère a fait. Mais moi, j'ai fait le choix, oui, d'être incluse, mais de refuser les aides pour justement paraître comme les autres. Mais comme j'étais pas... je me suis toujours sentie différente, mais comme j'assumais pas, puis que je demandais pas d'aide, puis que je refusais les aides pour pas me sentir différente. Et c'est ça que ça a été... J'en ai arraché plus que les autres, mais vu que je l'acceptais pas ou que je comprenais même pas moi-même mes défis, c'est comme si j'ai passé au travers, tu sais, mais je m'en suis rendu compte à quel point, plus tard, je m'en suis rendu compte à quel point j'ai fait preuve de beaucoup de débrouillardise malgré ça. Et c'est là que tu vois, quand tu en prends conscience, quand j'ai reparti mon audition à zéro, c'est là que tu vois tous les petits détails. Tu n'avais pas retenu telle affaire, tu avais repris 50 fois telle chose, les professeurs te disaient, c'est là que tu t'en rends compte, mais sinon, j'essayais de fonctionner le plus normal possible. Dès le départ, donc, on peut dire que tu as été très exigeante avec toi. Hein? Tu avais un objectif qui n'était pas inatteignable, mais disons qui n'était pas nécessairement facile à réaliser. Là, tu t'imposais des défis supplémentaires.
on peut dire ça. On me dit souvent que je suis très difficile avec moi-même. Mais oui, effectivement, c'est soit que j'étais là, soit que j'étais là. Moi, j'aime ça dire, soit que je suis là ou je suis pas là. Fait que j'étais là ou je suis pas là. Donc, mais on dirait que quand la fin d'année approchait, ou les examens, ou qu'on me faisait comprendre l'ampleur du choix que j'avais à faire sur mon avenir, c'est soit que tu mets l'effort ou tu la mets pas. Fait que soit je la mettais, mais vraiment à la dernière minute. Donc, je donnais souvent le double effort à la dernière minute plutôt que là où est-ce que je devais mettre au quotidien pour assimiler l'information. Puis cette habitude-là, ben, je l'ai gardée avec le temps aussi. Mais c'est sûr, ça a marqué ton cheminement. Ici, on revient justement aux études. Ça t'a permis quand même de faire des études après l'école secondaire, puisque tu es allé en graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, je crois, hein? Oui, ben en fait, est-ce que ça a été pas facile, en fait, pour me rendre de... Ce qui s'est passé, c'est que à mon secondaire, à mon primaire, non, mon secondaire, ben j'avais doublé, j'avais repris. Je me rappelle plus trop, je pense que c'était mon secondaire 3. En tout cas, il y a un moment où est-ce que j'ai repris quelque chose, puis j'ai fait les cours d'aide adulte pour me rattraper, donc mon anglais, mon français. Donc, j'ai repris beaucoup de matière. Puis, ensuite, j'avais été refusée à cause de mes notes à Québec en graphisme. Alors, mes notes n'étaient pas les meilleures pour aller au cégep tout de suite. Donc, je suis pas rentrée tout de suite. Je suis allée aux écoles des adultes. Puis ensuite, j'ai fait un CEP, c'est ça? C'est possible, oui. Ouais, Mhm. en infographie. Et donc, j'ai toujours été très... je me suis toujours tenue occupée, là. C'est soit que j'allais faire des projets ou soit que j'allais moi-même reprendre des études, quoi que ce soit. Donc, j'étais allée faire un CEP en info... CP, en ce cas, je me rappelle, Mais des c'est ça, études c'est un professionnelles en certificat médecine. d'études professionnelles. C'est ça Ouais, dont c'est tu ça. parles? Oui, c'est ça. C'est un En certificat d'études. infographie. Oui. En infographie avant d'aller en graphisme. Et donc voilà, donc c'était des intérêts qui étaient très présents chez moi. Puis à l'époque, j'assumais pas le mot entrepreneuriat aussi. Mais Donc c'était quand vraiment soit même, graphisme ou infographisme, mais je connaissais pas le mot entrepreneuriat. C'était pas, c'était du chinois pour moi cet univers-là. c'était peut-être du chinois, mais rapidement, tu t'es lancé dans ce monde-là, Oui, puisque tu as créé quand même une première entreprise, Mickey Maya. Maya, c'était comme ça que tu disais, Mickey Mia ou Mickey Maya. Et puis aussi, il y avait ta communauté d'utilisateurs Apple. oui, Mikimia et Mac Québec, ça a été mes premiers projets. On parle de ici dans les années 2000, 2005. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer, c'est que j'ai découvert le mentorat très tôt dans mon parcours grâce au web. Donc, on parle des débuts du web, là. Ça a été pour moi une façon de m'insérer dans la société, si on peut dire. J'avais beaucoup de misère à le faire en personne, mais sur le web, j'ai eu accès à un monde Puis professionnel. pourquoi, Kim? Pourquoi c'était plus facile sur le web? Ben, j'avais pas à parler de mes défis au quotidien. J'avais pas à me... On se limitait pas à... J'ai toujours eu un visage babyface, une personne que quand tu regardes au premier regard, tu te dis pas, ben, cette femme-là, elle est en affaires, elle brasse des affaires. Les gens disent, quand ils voient qu'est-ce que ma feuille de route, c'est là qu'ils commencent à... Ou qu'ils me voient dans les médias, c'est là qu'ils disent, OK, ben, Kim, elle a une feuille de route, mais attends, elle a vraiment une longue feuille de route. Mais c'est quand tu me regardes, c'est pas ça qui dégage tout de suite. Et ben, je parlais pas comme je parlais aujourd'hui. J'avais de la misère à m'exprimer. Alors sur le web, ben ça efface tout ça, puis ça me permettait de focusser sur ma drive, on la sentait. Alors j'ai comme découvert le mentorat. Et c'est un peu là que le mentorat, il y en avait en graphisme. Puis en plus, c'était un graphiste de Radio-Canada, un de mes premiers mentors. Et c'est lui un peu qui m'a... lui il me guidait. Puis à côté, t'avais un autre qui me dit, OK, mais au-delà du graphisme, tu pourrais pas toi-même créer ton entreprise. Tu sais. Puis ça a commencé comme
à germer les possibilités que j'avais. Parce que ce mentor-là, il m'a fait rencontrer, puis je pense que c'est important pour chaque personne qui a un parcours, un début dans un domaine, il m'a fait rencontrer différents types de graphistes. Un graphiste qui travaillait au gouvernement, un autre à son compte, un autre qui avait sa propre entreprise, et celui où est-ce que j'ai allumé le plus, c'est son entreprise à lui. Il avait bâti ses petits dossiers, comment il arrivait à ça. Fait que c'est là que j'ai su que je voulais avoir mes trucs à moi. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que le web, en fait, ça a contribué à peut-être te donner davantage confiance en toi. Est-ce que j'entends bien ça? Oui, ben l'entrepreneuriat, ça m'a permis de me réaliser. C'est mon école, c'est mon laboratoire. Mac Québec, ça a été mon premier laboratoire. Tu sais, on parle de 2005. Qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui? Ben, je l'ai appris en 2005. Tu sais, la gestion de site web, la gestion d'un média, ben c'est ça que j'avais. C'est sûr que j'ai échoué. J'ai pas échoué, mais tu sais, j'ai pas mené ce projet-là comme j'aurais dû le mener parce qu'il est inactif aujourd'hui. Mais ce projet-là, ça a été un laboratoire pour moi. Ça a été là où est-ce que j'ai appris à recruter des bénévoles, écrire des articles de blog, les achats publicitaires, les placements médias, l'univers médiatique. Tu sais, j'ai appris à aller chercher des partenariats, signer des contrats, gérer avec des régies publicitaires. Donc, il y a une grosse partie de tout ce qui est tendance aujourd'hui, ben, j'étais déjà sur le terrain en 2005. Donc, ça a été mon école. Mais c'était une bonne école, c'est ce qu'on peut dire. On va pouvoir le voir dans les segments qui vont suivre. Mais avant qu'on passe au prochain segment, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton livre que tu as publié quand même en 2017. Tu n'avais pas une si grande expérience à ce moment-là de l'entrepreneuriat, mais quand même, tu as décidé de le faire. Ça s'appelle « Dans la tête d'une entreprise, mes débuts en affaires ». Et pourquoi à ce moment-là, tu as senti le besoin d'écrire ce livre-là? Ça fait de 10 ans, quand même une dizaine d'années. J'avais lancé ma première entreprise. Je sentais que j'avais fait le tour. J'étais dans une année, dans mes meilleures années aussi. J'étais en train d'engager ma première employée. Je sentais que j'avais accompli quelque chose là. Je faisais quand même un montant intéressant par mois. C'était vraiment dans une belle phase de ma croissance. Et je sentais qu'il fallait comme que je passe à une autre étape. Puis je pensais que ça allait faire ça. C'est pas tout ça qui s'est passé dans l'espoir que je pensais. Mais je sentais que j'avais besoin de célébrer. Je le faisais pour moi. Là. Je le prenais surtout pour moi, pour coucher sur papier mes 10 premières années en affaires. Pour toi, c'était important de célébrer cela, 10 ans en affaires. C'est ma façon de célébrer. Ouais. Puis j'ai eu un super bel événement. Pour le lancement, j'avais mélangé moi, je mélange jamais ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mais ce lancement-là, j'avais mélangé autant ma famille, mes amis, mes contacts professionnels à un même endroit. Puis j'étais au 7e ciel, si on peut dire. C'était comme, je mobilise rarement les gens, mais quand je fais quelque chose, tu sais, je le fais à fond. Puis c'était une façon pour moi de célébrer, mais je demandais juste aux gens d'être présents. De t'entourer, c'est ça, de t'entourer, de célébrer avec toi. Peut-être de te reconnaître, en fait. Oui. Oui, c'est une forme de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Je l'assume, j'ai besoin de reconnaissance, mais ça peut se faire de différentes façons. Mais c'était mon moment à moi. Tu sais, je gosse pas le monde pour rien, puis en même temps, j'ai fait en sorte pour que ça soit plaisible pour tout le monde. Mais c'était mon moment à moi. Je voulais avoir mon moment à moi pour passer à une autre étape. Alors voilà, Kim, ça termine notre premier segment et on va voir avec Yvan comment l'implant cochléaire est arrivé dans ta vie et comment ça a changé beaucoup de choses. Donc, ça faisait à peu près 14 ans que tu avais lancé ta première entreprise. Et puis,
juste par t'écouter dans le premier segment, on sent que t'es une femme énergique qui aime toucher à beaucoup de choses et à un moment donné, il n'y avait plus de jus dans la batterie. Quel a été le signe ou la façon que tu as reconnu que tu avais besoin d'une pause? Ben, en fait, comme je disais, le but de mon livre, c'était de pouvoir passer à une autre étape. Et je pensais qu'après le lancer, ça me permettait justement de me mettre dans un mode différent de croissance, de prise de conscience que où est-ce que j'étais rendue, vers où est-ce que je voulais aller. Mais ça a plutôt fait un inverse. Comment je pourrais dire ça, une étape que j'avais pas imaginée qui était peut-être un message. Ça m'a envoyé comme un message. Ben, c'est peut-être le temps que tu acceptes ta surdité puis que tu vois comment tu insères ça dans ton parcours en le mettant en avant-plan parce que tout le monde, l'entrepreneuriat, tout le monde en parle puis tout le monde pourrait en parler de la même façon. Mais toi, qu'est-ce qui rend ton parcours unique? C'est un peu ta surdité, ta débrouillardise au travers de tout ça. Puis ça peut rejoindre encore plus de personnes. Puis, ben, c'est comme si une forme d'épuisement, je m'étais épuisée à communiquer, épuisée à professionnellement, tu sais. Puis je me suis dit, bon, ben, il va peut-être falloir que je l'accepte de l'aide, là, tu sais. Moi qui n'avais jamais accepté d'aide, qui n'avais jamais toujours fait plus par moi-même. Donc, ça a comme commencé par là. Puis je suis partie à la quête qui j'étais, au-delà de la femme d'affaires, au-delà de ses réalisations, qui j'étais par rapport à ma surdité, qu'est-ce qui faisait Kim qui fonctionne normalement, mais c'est quoi ces petites particularités? Oui, oui. Puis d'être capable de le nommer, d'être capable de l'expliquer. Je l'expliquais même pas à mes parents. Mon père, il pouvait me parler dans le salon avec la télé allumée, puis moi, je suis devant mon ordi, puis il me criait à tue-tête pour essayer de capter mon attention. Oui, bien Il sûr. peut bien comprendre maintenant, aujourd'hui, pourquoi je l'envoyais promener, parce qu'il réussissait pas à capter l'attention, il faisait juste me provoquer mes nerfs plus qu'autre chose. Mon père, je l'adore, mais c'est pas dans des contextes avec la TV forte que tu vas essayer de me comprendre, mais d'être capable de mettre des mots à ce qui me dérange, d'être capable de le nommer, de dire à mes amis, ben, si je parle pas durant le souper ou si je me retire des discussions, ben, il y a peut-être une raison à ça aussi. Puis si je participe pas aux discussions familiales autour de la table, il y a une raison à ça. Mais d'être capable de nommer cette raison-là, puis de dire qu'est-ce que les autres peuvent faire pour m'aider, mais sans toujours penser que les gens vont vouloir me prendre par pitié aussi. Mais c'est juste d'être capable de dire c'est quoi ces stratégies de communication-là. Puis pourquoi est-ce que j'ai toujours peur du regard des autres? Ça, c'est quelque chose qui est encore long. Je l'ai encore aujourd'hui, mais que c'est encore long à traiter, si on peut dire. Mais la peur de manquer d'opportunités, parce que la peur de pas paraître professionnel, tu sais, là, j'ai en masse de bagages, en masse de jus pour dire qu'est-ce que j'ai besoin. Bon, Donc c'est ça. sur ton site web, tu dis avoir entrepris à cette époque-là une démarche d'acceptation de ta surdité. Et là, tu nous dis que tu as mis des mots sur cette situation-là. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects de cette démarche-là? Est-ce que tu as rencontré des professionnels? Est-ce que tu as été encadré dans ta démarche? Oui, ça a duré 1 an, je te dirais. Ça a duré 1 an, cette démarche-là. Et je me suis entourée de professionnels comme jamais. Donc, on parle ici psychologue. Je suis allée à l'IRDPQ. J'ai dit, écoutez, moi, je vais accepter ma surdité. Aidez-moi. Mais c'est pas tout le monde qui fait cette démarche-là. Donc, ben, psychologue, audiologiste, orthophoniste, tous les professionnels qui pensent, parce que c'est dans ton parcours, ton parent va t'aider, mais à partir de tes 18 ans, si tu donnes pas de nouvelles aux professionnels de l'audition ou à n'importe qui, pour eux, dans leur dossier, tout va bien. Mais tu sais, c'est ça, ben, c'est faut que tu donnes des nouvelles. Fait que moi, ben, il n'y a plus personne qui m'a achalé. Fait que là, ben, c'est d'aller les revoir puis leur dire, ben, tu sais, il se passe quelque chose, j'ai besoin d'accepter ça. Oui. Cette différence-là. Il y a Oui, Francine ben, c'est qui juste veut une ajouter petite quelque chose. précision. Oui, Oui. C'est quoi l'IRDPQ, Kim?
Comment? Tu as parlé de l'IRDPQ? Oui. Oui, alors c'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? C'est un centre de réadaptation, l'IRDPQ, c'est à peu près toutes les personnes en situation de handicap, je pense, qui passent par là. Donc, c'est des professionnels en réadaptation, mais il y a différents services aussi. Donc, autant il y a des départements en lien avec la surdité, de différents handicaps. Souvent, les gens vont aller là parce qu'ils ont besoin de se réadapter leur environnement de la société, de se réintégrer. Donc, c'est autant psychologique que physique. Oui. Et donc, ils ont plusieurs services. Donc tu as fait appel à un encadrement professionnel. Oui. Et je me suis rapprochée aussi de la communauté sourde et malentendante que j'avais ignorée pendant plusieurs années parce que je m'identifiais pas à elle. Donc, j'ai rappelé les premières personnes sourdes avec qui je me tenais quand j'étais jeune, parce que tout le monde passe par la KEPA. Le premier contact des parents qui ont un enfant avec une surdité, c'est pas mal la KEPA. Donc, à la KEPA, quand j'étais jeune, ma mère était très impliquée. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec les personnes sourdes, mais comme je ne m'identifiais pas à elles, ou elles avaient des handicaps différents que le mien ou plus apparents que le mien, j'ai pas gardé contact. Mais fait que là, j'ai comme invité 2 personnes là-dedans que j'appréciais beaucoup et que j'avais suivi sur le web avec les années. J'ai dit, écoutez, je vous invite chez moi, je veux juste mieux connaître votre quotidien, tu sais. Vous vivez votre vie assumée. Il y en a un qui voyage sans arrêt, l'autre psychologue professionnel. Moi, j'ai dit, je vous admire là-dessus. Tu sais, vous avez fait beaucoup d'études. Moi, j'ai pas ça. Puis, en tout cas, bref, on a échangé ensemble. Puis, ça m'a permis de me sentir mieux, en fait. OK. Donc, dans cette démarche-là, tu as mis des mots sur ce que tu sentais. Tu es allé voir, tu as demandé de l'aide, ce que tu faisais pas dans le passé. Tu as fait le lien avec la communauté des personnes sourdes. Est-ce que la prochaine étape, ça devient l'implant cochléaire? C'est-tu dans ce sens-là que c'est... Entre-temps. Qu'est-ce que c'est l'implant? Comment ça fonctionne? En fait, entre-temps, c'est ça que j'ai voulu savoir. Donc, c'était une démarche d'accepter ma surdité, mais entre-temps aussi, je devais rencontrer des personnes qui ont un implant cochléaire, en quoi ça a changé leur vie, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les premiers mois et tout ça, parce qu'on parle d'une opération dans le cerveau. Donc, contrairement à un appareil auditif, son travail, c'est d'amplifier les sons. Mais donc, tout ce qu'il faut, c'est un dispositif sur ton oreille. Donc, ça amplifie les sons. Donc, ça, c'est la solution. C'est un gros haut-parleur. Comment? C'est ça. C'est un haut-parleur. La plupart des personnes peuvent avoir... Là, il y a différents modèles par rapport à ça, selon les besoins, selon ton degré de surdité. L'implant cochléaire, c'est qu'on t'enlève ton restant d'audition. On t'enlève le restant, on va jouer dans ta cochlée. Et on remplace la cochlée, les éléments de la cochlée par des électrodes. Alors, t'entends plus grâce à ton oreille, mais t'entends grâce à un processeur qui est dans ta tête et à un autre passage de l'implant qui est collé au processeur et qui vient activer le son. Oh. Donc, c'est une opération dans la tête. Et moi, je m'en rappelle, on m'en avait déjà parlé quand j'avais 18 ans. Et on s'entend que la technologie était pas très avancée. Quand je tapais ça dans Google, c'était des grosses cicatrices que je voyais de personnes avec des... Il y en a beaucoup qui ont eu des mauvaises aventures. Les technologies n'étaient pas avancées comme aujourd'hui. Et c'est difficile parce que ceux qui ont eu les premiers modèles, ils doivent se faire réouvrir la tête, une nouvelle technologie. Donc, il y en a beaucoup qui ont préféré rester sourds, blablabla. Chaque personne a vraiment un parcours différent. Moi, mon audition, elle allait baisser de toute façon, puis d'ici 2-3 ans, ça aurait pu être encore pire. Alors, ils ont pas voulu travailler avec mon oreille gauche, parce que mon oreille gauche elle n'est plus stimulée depuis l'âge de 7 ans. J'ai décidé de porter... Moi, je portais un seul appareil auditif. D'accord. Et à l'oreille droite. Donc, c'est toujours mon oreille droite. Donc, t'es Oui. mono, t'es pas stéréo.
C'est ça. Donc, c'est pas celle-là. Attends un peu, j'ai pas compris. Je disais, donc, tu es en forme mono et non pas en forme stéréo. Ah. Parce qu'il y a juste il y a juste une oreille qui fonctionne. Ça, c'est un commentaire de gars de radio ou de. Fait que c'est un commentaire. C'est un commentaire de gars. OK. Oui, de gars tout court, là. C'est vraiment pas dans notre feuille de route, là. Non. C'est spontané. C'est correct. Mathieu va avoir du travail à rattraper ce bout-là. C'est bien correct, c'est bien correct. Mais c'est ça, fait que je toujours fonctionné avec une seule oreille. Oui. Alors, c'est sûr que c'était plus... la technologie fonctionnait mieux avec une oreille dans laquelle elle est stimulée. Donc, quand on envoie notre demande pour avoir un implant cochléaire, il y a un délai d'environ 6 mois à 1 an. Mais moi, comme je suis bien pas gossante, là, mais je suis très, très proactive dans les dossiers. Ça a été plus rapide un petit peu. Sauf que, il y a quand même, moi, je suis travailleur autonome, j'ai pas un emploi, j'ai pas... T'as besoin de ça. ça, j'ai trouvé très difficile. Fallait que je m'occupe, fallait que je fasse quelque chose de ma vie entre ça jusqu'à l'acceptation du dossier. Donc, j'ai tout documenté, j'ai tout parlé ouvertement de cheminement d'acceptation, rapproché de la communauté sourde. Donc, tout ça, ça a été un processus qui a duré environ 1 an, jusqu'à l'opération. D'accord. En terminant ce segment-là, je pense que le dessin est revenu dans le portrait. C'est drôle à dire. Le dessin est revenu dans le portrait à ce moment-là de ta vie. Oui, moi, les dessins ont toujours été... quand j'étais jeune, je dessinais, mais tu sais, avec l'ordinateur, ça m'a permis d'avoir une raison d'être, si on peut dire. L'ordinateur était comme une raison d'être pour moi, mais j'avais perdu ce côté-là manuel, cartoon, enfantin. Et on dirait que j'ai vu que j'avais plus d'énergie pour communiquer comme je le faisais avant. Fallait que je me réinvente un peu. Puis c'est en expliquant mon audition en dessin que ce petit côté-là m'a permis d'aller rejoindre un nouvel auditoire pendant ma réadaptation, puis de connecter avec des personnes complètement différentes. Alors voilà, on est rendu à un autre segment et on va repartir la machine. On s'en va vraiment dans quelque chose de lumineux et de positif. Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Deslauriers et Francine Forget. Alors, comme le temps va vite, on est rendu en 2020. On est rendu en 2020 et là apparaît la compagnie Chemoclair à ton nom. Là, tu te sentais prête pour dire « Voici, je suis Chemoclair et c'est ma compagnie ». Oui, c'est bien ça? C'est ça. C'était un peu un retour aux sources. Là. Ah, tu dis un retour aux sources, parce qu'au départ, jusqu'à maintenant, tu n'avais jamais mis ton nom sur une compagnie. En fait, j'ai commencé à afficher mon nom en fait, en 2011-2012, c'est là que j'avais commencé à mettre un peu plus mon nom en avant-plan, mais c'était pas... je disais pas que c'était ma compagnie ou quoi que ce soit, mais me positionner. J'avais eu des mauvaises aventures avec des associés, puis j'étais tannée de perdre les noms que je créais. Donc, je me suis dit, la seule personne que j'ai à vendre, c'est moi. Mm-hmm. Fait que c'était comme, j'ai comme poussé ma marque, mais de l'assumer, ça s'est fait beaucoup en 2020. C'est là que j'ai voulu comme assumer, je suis Chemoclair. En quoi cette compagnie-là, parce que c'était pas la première que tu créais, là, en quoi cette compagnie-là était différente des autres? Je te dirais que c'était un peu plus... elle n'est pas si différente, elle est toujours une touche à tout en communication, mais je te dirais qu'elle est plus assumée, plus... elle a un long bagage. Là, on parlait... En quand même 2020, les nouvelles générations embarquent sur le web, on sort de la COVID, tout le monde se démarque sur les réseaux sociaux. Puis moi, ben, j'avais déjà une bonne longue feuille de route, mais j'étais arrivée avec beaucoup de
d'incertitude, la peur de perdre ma place, la peur, est-ce que j'ai encore une place à faire? Alors, c'est à ce moment-là, en fait, quand je suis revenue, que j'ai décidé de mettre en avant-plan. La différence, en fait, c'est que j'ai mis en avant-plan des services de relations de presse, mais sinon, ceux qui me connaissent et qui sont avec moi depuis longtemps me délèguent encore des mandats de graphisme, de consultation à gauche et à droite, mais ce que je vends et que je mets en avant-plan, c'est la relation de presse parce que c'est ça qui me différencie des autres sur le marché. Est-ce que ta clientèle est principalement composée de gens qui vivent des situations particulières, handicap ou limitations, ou tu dirais que c'est sûr que c'est une spécialité dont tu peux faire profiter des gens qui ont ces situations-là, mais est-ce que aussi tu t'adresses à tout le monde? Je te dirais que la plupart de mes clients, en fait, oui, depuis 2020, il y a beaucoup d'organismes en lien avec le handicap. Euh, J'aide bénévolement quelques personnes avec des handicaps. Je veux pas profiter de leur vulnérabilité. S'ils viennent vers moi, j'essaie de les aider du mieux que je peux avec des outils gratuits, avec des conseils rapides sans que ça me demande trop de temps. Je pense que tout le monde essaie de trouver sa place, mais s'ils font appel à des organismes sans but, des organisations, ben je peux les aider au travers de ça, puis moi que je sois payée pour le faire aussi. Ça, c'est dans l'idéal du monde, si je peux les aider à poser une première action. Mais sinon, je suis quand même assez généreuse auprès de ces personnes-là. Je dirais que c'est beaucoup des travailleurs autonomes bien établis qui ont juste pas touché aux relations de presse. Et j'ai commencé à travailler aussi avec le gouvernement et beaucoup d'acteurs économiques aussi qui veulent rejoindre plus d'entrepreneurs en situation de handicap. Donc, des personnes qui manquent des compétences, mais qui ont peut-être pas le langage économique, comment faire un contrat, comment parler à ces gens-là. Donc, je vais intervenir de différentes façons, mais ma clientèle est assez variée, mais ça reste avant tout des gens qui ont des causes sociales, qui veulent répondre à un problème, qui veulent faire de la sensibilisation. Kim, tu as une notoriété certaine, hein? Je pense que tu le sais, tu le reconnais. Sûrement qu'elle est assez importante, cette notoriété, puisque l'Office des personnes handicapées du Québec s'est tourné vers toi pour la création du balado Capable, entreprendre sans limite. Comment a commencé cette histoire-là? Oui, ben ça fait 2-3 collaborations que j'avais avec l'Office des personnes handicapées. J'ai commencé à faire une publicité avec eux. Ensuite, j'avais participé à une campagne où est-ce que j'étais co-porte-parole avec Madame Danielle Anctel pour on envoyait beaucoup un message aux employeurs de favoriser l'inclusion, mais on n'envoyait pas le message aux gens aussi, créer vos propres opportunités. Soyez proactifs. Moi, mon but, c'est d'inviter les gens à être proactifs. Puis c'est ça, les relations de presse, c'est d'être proactif, de pas attendre qu'on te contacte, mais d'être proactif, de créer tes opportunités. Alors, moi, j'ai envoyé ce message-là. Et là, l'Office cherchait d'autres idées. Puis, on a eu l'idée du balado en cours de route. Ça avait été sur pause, puis me sont revenus en disant, on te donne le balado, sauf que il faut que tu l'animes, mais on n'a pas le temps de gérer aussi l'équipe technique. Donc, on va te donner un montant, mais gère l'équipe technique, gère le studio. Mais nous, on va t'appuyer sur la diffusion, la commercialisation et tout ça. Fait que ça a été une belle entrée dans la production. Encore là, une école pour moi. C'était la première fois. C'est la première fois, oui, c'est ça. Ça m'a donné une confiance encore là dans la production, réalisation d'un projet de balado, comme là que je gère maintenant entièrement à 100% pour la 2e édition parce que l'Office n'avait pas le temps. Donc, mais s'ajoute à ça la recherche de financement. Donc, j'ai trouvé du financement pour la saison 2 et tout ça était nouveau pour moi. Fait que ça, à chaque fois, moi, j'apprends dans l'action, je suis une fille d'action. Fait que si tu me laisses pas là, sur un banc d'école, là, ça marche pas. En fait, faut pas que tu me laisses sur un banc d'école et prendre des notes, ça marche pas. Faut que j'apprenne dans l'action. Fait que l'Office, je leur dois beaucoup, je les aime beaucoup. C'est une belle petite équipe, mais toute la confiance qu'ils m'ont donnée, j'en suis énormément reconnaissante. Donc, tu nous annonces qu'il va y avoir une 2e saison.
Est-ce que ça Exact. va être sur le même modèle, là, c'est-à-dire que tu Oui. vas choisir un certain nombre d'entrepreneurs qui probablement ne seront pas les mêmes, j'imagine? En fond, dans chaque projet, il faut que la formule familiale. Fait que la formule, elle va rester la base, c'est la même. 10 invités, 30 minutes. On met leur parcours, leurs compétences. J'aime mieux dire leurs compétences. Le but, c'est pas de les présenter comme des gens inspirants, mais mettre leurs compétences, montrer qu'ils sont capables au-delà, de surprendre les gens. De dire qu'ils sont capables de gérer une entreprise, tu sais. Mais autour de ça, la chair, autour de l'os, si on peut dire, il y a beaucoup de nouveautés. Ça va être tourné en région. On va faire une campagne de séduction en région pour accueillir ces personnes-là. Aussi, il va y avoir un média. Donc, c'est pas juste le podcast, ça va être supporté par un média. Donc, il va y avoir toute une belle aventure autour de ça. Fait qu'on parle de la formule, mais on l'améliore. OK, le média, ça va être pour augmenter la diffusion, pour rendre Aller plus chercher des visible encore. commanditaires. Aller chercher des commanditaires à l'année. Fait que dans le fond, en allant chercher en écrivant des articles sur ce média-là, ça va permettre d'attirer du trafic et ça fait intéressant pour les entreprises s'ils veulent chercher de la visibilité ou afficher de la publicité. Ben moi, je veux faire un peu de ce que j'ai fait avec Mac Québec. C'est que je recevais une annonce publicitaire comme un commandite, supposons Saint-Hubert actuellement qui fait fureur avec ses salles adaptées pour les personnes autistes. Ça pourrait être un autiste qui documente ça à sa façon, mais vient publier sur le média qu'on a créé. Fait que là, après, ça serait de rémunérer cette personne-là. Fait que si je peux offrir cette chance-là à des personnes en situation de handicap qui veulent travailler dans le monde des communications, d'avoir des petits contrats, moi, ça fait mon bonheur. Puis j'ai l'expérience pour le faire aussi. Rapidement, Kim, vous prévoyez que ça va être diffusé quand, cette volet 2? Est-ce que ce volet 2, est-ce que ça va s'appeler encore Capable, Entreprendre sans limite, volet 2? Là, Non, ça va être, le média s'appelle Capable. OK. Capable Média. Et le balado s'appelle Capable Entreprendre sans limite. Okay. Donc, ça va être lancé en octobre à l'occasion du mois de la sensibilisation des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est le mois idéal pour lancer ça. Puis ça m'enlève beaucoup de pression, contrairement à l'an passé, où est-ce que le balado a quand même sorti en fin de mars. Alors, en ce moment, on était déjà dans le tournage. Ça s'est fait quand même assez... c'était un 2 mois intense. Puis là, je voulais me donner le temps de faire quelque chose de qualité, là. Alors, C'était on va déjà de suivre qualité, ça. mais de me donner le temps de bien faire les choses. Merci, Kim. Alors, Yvan, tu vas parler d'équilibre. Oui, à travers tout ça, il y a peut-être un objectif d'atteindre un certain équilibre. Alors, Kim, tu nous dis depuis le début de notre conversation que tu es une fille d'action. Alors, sur ton site, je te renvoie des fois à ce que tu as déjà écrit sur ton site. Tu dis, dans tes temps libres, t'aimes vivre des expériences qui te sortent de ta zone de confort. Ça a l'air de quoi pour Kim Auclair, une expérience hors de sa zone de confort? Des défis ou des aventures un peu soit niaiseuses ou des trucs que tu vas pas faire 2 fois dans ta vie, là. Comme par exemple? C'est quoi ça, une expérience c'est un niaiseuse? petit marathon. Exemple, faire un marathon de course, mais tu sais, quelqu'un va faire ça en 30 minutes, quelqu'un d'expérimenté, mais moi, il faut que je le fasse, puis je vais être têtu, puis tu sais, je vais le faire, puis ça va prendre 2 heures. Mais c'est l'expérience autour de ça qui fait que je crée des souvenirs ou que je fais des trucs drôles. Tout à fait, tout à fait. Qui rend l'expérience un peu plus funny. Mais c'est quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un qui est habitué de faire ça va faire ça en 30 minutes. C'est juste que moi, il faut que je me complique la vie pour faire des choses qui vont être plus têtues qu'une autre personne. Je comprends très, très bien. Et une personne qui doit comprendre ça aussi très bien, il s'appelle Vincent Flamand. C'est ton copain. Oui. Et qui se joint à nous justement pour qu'on ait une idée d'une Kim
hors du sentier de l'entrepreneuriat. Alors, bonjour Vincent. Bonjour. De quelle façon vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés via un site de rencontre à l'époque, une application. Puis c'est à travers ça là, qu'on a commencé à échanger, là, puis qu'on s'est rencontrés, puis que depuis ce temps-là, en fait, là, qu'on est ensemble. D'accord. Est-ce que Kim, depuis le début, nous décrit qu'est-ce que c'est être une femme d'action? Vous, Vincent, est-ce que vous vous définissez comme un homme d'action? C'est une bonne question. Je suis quand même un homme d'action. Là. Quand j'ai souvent une idée dans la tête, j'essaie de l'amener jusqu'à terme. Mais c'est sûr que Kim est vraiment une coche au-dessus de moi. Là. Oui, elle définit la personne d'action. Oui, exact. Et comme j'aime souvent dire, il n'y a pas de bouton off sur cette machine-là. Là. C'est tout le temps on puis dans le tapis. Fait que c'est. Ça peut faire des nuits blanches, mais lui, il est là pour me dire ça va faire. Là. Ouais, lui, il est là pour tempérer. La raison un peu. Là. Rappel à l'ordre, finalement. Exact. C'est en plein ça. Je sais que vous travaillez tous les deux dans la même maison. Oui. Donc, à des étages différents, probablement. En quoi ça consiste quand vous fermez la porte de vos bureaux puis que vous vous rencontrez en fin de journée, en début de soirée? Alors, commençons par Vincent. Oui, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire. Là. Si on se rapporte avant la pandémie, c'est pas quelque chose qui était vraiment fréquent. C'est ceux qui étaient dans ce mood-là étaient vraiment des bébites à part, je te dirais. Mais ça amène quand même un changement de dynamique dans les relations que moi j'ai remarqué. Puis c'est que la manière qu'on se comporte, oui, on ferme la clé, on revient pas dans nos bureaux respectifs une fois que la journée est terminée. Mais ça fait, on se le dit souvent, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, je veux dire, c'est quoi de neuf, puis des fois, c'est pas qu'il y a rien, mais on est tellement maintenant concentrés sur nos bureaux à faire des travails souvent plus, je ne vais pas dire routiniers, mais des choses qui amènent à être plus, en tout cas pour moi, dans mon cas, là, c'est de la configuration là, sur des ordinateurs, sur des systèmes. C'est très technique. Fait que, j'ai moins d'interactions humaines que j'avais auparavant, puis il y a moins d'événements ou de situations qui arrivent dans ma journée, vu que je suis pas mal tout le temps à mon bureau. Fait que ça fait une dynamique qui est différente, mais qui n'est pas nécessairement désagréable, mais c'est juste différent. Mm-hmm. Toi, Kim, ça t'arrive de fermer la porte puis de descendre pour rencontrer Vincent? Ben Vincent, je l'ai souvent dit, c'est mon équilibre, c'est mon pion. Là. Sinon, avant de connaître Vincent, mon ordinateur me suivait dans mon lit. Ah, jusqu'à oui. C'est pour te dire, il me suit encore dans le salon, mais encore là, Vincent a dit les bons mots, c'est quand j'ai le goût de décrocher, puis je te l'avais dit aussi hiver, quand j'ai le goût de décrocher, ben tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer mon ordi. C'est juste de pas être devant mon ordi. Puis, je suis pas le genre de personne qui va donner des nouvelles 50 millions de fois à ses amis proches ou quoi que ce soit. Je veux dire, l'ordinateur, l'écran, le cellulaire, c'est mes outils de travail. Donc, c'est d'être dans une pièce puis de la fermer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Là, on est en région, on a une maison, on est déménagé pour se rapprocher de notre belle-fille, de ma belle-fille, de sa fille à lui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais j'aime cette coupure-là parce qu'on a des pièces rassembleuses, on a un salon, puis on le sait que quand on est dans le salon, on est dans un... Mentalement, ça vient changer ton mood. Tu sais que tu es là pour relaxer, écouter la télé, être en famille. Lui, il a sa salle de gamer en bas aussi. Ben, il va être allé là, puis on le sait que... Il sait quand il me dit Kim, descends, viens avec nous, là, viens au moins être avec nous, là, tu sais. Oui. Mais, parce que oui, mon ordinateur me suit, mais mentalement, je suis dans un mode différent que si je suis dans mon bureau. Fait que
c'est important pour moi, cette déconnexion-là. Et va pas traîner l'ordinateur. J'ai jamais traîné, ça fait longtemps là, que je l'ai pas fait, là, mais traîner l'ordinateur dans mon lit, je l'ai pas fait depuis quand même plusieurs longtemps. Là, je dirais pas années, là, mais depuis que je connais Vincent. Là. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu avais imaginé l'équilibre dans ta vie? Non, pour être honnête, je suis souvent été à la recherche du fameux équilibre, mais je pense que c'est ça mon équilibre en fait. Je pense que c'est non seulement Vincent, mais c'est d'avoir une personne qui est pas aussi intense que moi, mais qui est beaucoup plus, c'est qui sait quand s'arrêter là. Fait que je pense que c'est l'équilibre, on le cherche tout le temps, puis je pense qu'il est juste pas trop loin. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis moi, c'est ça. C'est la seule chose que, tu sais, je suis peut-être tannante avec ça, mais quand moi je décroche, puis tu le dis à Vincent, je suis pas devant mon ordi, là. Fait que, c'est profitant, c'est le temps, on fait n'importe quoi. Mais c'est pas toujours ce mood-là, lui. Il a besoin d'être dans sa tête aussi, puis de décrocher, mais mais mon équilibre est vraiment là. Et vous, Vincent, est-ce que Kim fait partie d'un équilibre que vous envisagiez? Oui. Pour moi, tu sais, l'équilibre, c'est d'avoir un visage connu, mais tu sais, des personnes avec qui échanger sur une base quotidienne, socialiser, vraiment plus maintenant qu'avant. Puis, tu sais, c'est sûr, ça m'apporte cet équilibre-là, que, comme le dit Kim, tu sais, on est dans des villes qui sont dans lesquelles on est éloigné de notre famille, de nos amis. Fait que, tu sais, c'est ce bout social-là sur lequel, tu sais, moi, je me rattache avec ma fille. Puis, c'est ce qui amène de l'équilibre beaucoup, tu sais, dans mon travail au quotidien. Ça amène cette dose de socialisation-là là, que j'ai besoin. Là. Puis, là, il y a un certain travail en équipe qui se fait. Je pense que, Vincent, vous êtes le cuisinier des deux. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est bien ça. Kim, est-ce que Vincent t'a montré certaines techniques en cuisine? J'ai pas le droit de rentrer dans la cuisine. Non, mais c'est parce que la mentalité de Vincent, c'est suivre une recette. Une recette, ça se suit. Mais moi, je suis pas de recette. Je suis de même aussi dans la vraie vie. Au travail, je vais être têtue, puis je vais faire les choses à ma façon. On a beau me dire comment entreprendre, comment la faire, cette entreprise-là, comment monter ton projet. Si je l'ai pas fait, si je l'ai pas fait par moi-même, j'ai pas découvert d'autres alignés, j'ai pas été à la recherche de quelque chose, c'est une recette, c'est la même affaire. Pour moi, c'est de l'improvisation avec une certaine base. Mais pour lui, c'est suit à la lettre. J'en conclus que tous les deux, vous abordez la cuisine de façon différente. Oui, elle résume bien, là. On le résume de manière différente. Je dirais que je suis pas toujours nécessairement à la lettre là, une recette, mais je la suis un peu plus que Kim, ça c'est sûr. Puis c'est ça. On a une dynamique en cuisine. Ouais. Moi, j'adore cuisiner. Je comprends très bien ça. Ça ressemble à chez vous, peut-être, Yvan, hein? C'est ça? Je vais demander sûrement à ma conjointe d'écouter cette entrevue. Mais moi, je pense que c'est parce que Kim, elle a l'étoffe d'un grand chef. Les grands chefs qui sont créatifs, qui n'ont pas de recette ou quoi que ce soit. Je suis une grande chef. Toi, t'es un petit cuisinier. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, par exemple. C'est toi, Kim, qui l'ai dit. C'est correct. Alors, on va arrêter on va ici. passer au prochain segment. Oui, c'est ça, avant que ça dérape trop. Alors, merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Et puis, ça nous a permis de voir une autre Kim, en fait, ce qu'on connaît pas. On connaît pas beaucoup. C'est ça. Alors, un gros merci et on vous laisse aller continuer vos activités. Merci beaucoup. Alors,
Kim, on est rendu à la dernière partie avant de conclure cette entrevue. Ben, Yvan et moi, on connaît un petit peu ton passé, ton présent, mais comment tu te vois, comment tu te projettes, toi, dans le futur? Dans 10 ans, par exemple, Kim Auclair, elle est rendue où? Ben, c'est ça que j'aimerais savoir mon équipe. Tu sais, je suis une personne très proactive, qui a besoin d'être entourée des bonnes personnes, des personnes qui vont me mener là où est-ce que tu dois être, puis sans me tuer tout le temps à vouloir prendre ma place. Puis, tu sais, j'ai touché pas mal à tout en com, mais j'aimerais ça faire plus de télévision, animer. J'aime beaucoup animer, même si j'ai de l'expérience en tout, mais tu sais, je suis quelqu'un qui aime parler. Donc, j'espère avoir ma vitrine, mon projet. Donc, ça peut être capable qui prenne plus d'ampleur. Mais j'aimerais savoir mon projet, mon show. Je suis pas quelqu'un qui veut faire juste une saison. Tu sais, je veux progresser avec une équipe et tout ça. Et donc, j'espère que ça va être capable. Puis, j'espère être capable de déléguer comme il faut, parce que souvent, je veux en faire beaucoup, mais il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Je suis très proactive, puis faut que je prenne le temps de recruter des personnes qui fit avec ma personnalité aussi. Kim, en terminant, avant les conclusions, on a parlé beaucoup de ta surdité et de ta confiance en soi. Est-ce que tu te considères en paix avec ces deux éléments-là, ou c'est comme disent les Anglais, un work in progress? Ma confiance en moi, je pense qu'elle est toujours à travailler. J'aimerais ça prendre une plus grande posture, être capable de prendre plus soin de moi. Je me passe tout le temps en dernier, je prends tout le temps soin des autres, mais tu sais, moi, c'est comme, je suis là, mais je suis pas là. Fait que c'est peut-être une fois par mois ou une fois par mois, même. C'est rare, là, tu sais, que tu t'arrêtes vraiment à être capable de m'arrêter pour moi, pour mes passions, pour mes intérêts, dessiner plus, peinturer plus, être capable de faire les choses pour moi sans que ça soit visible, sans avoir besoin de reconnaissance, quoi que ce soit, d'être capable de faire les choses pour moi. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de la confiance que j'aimerais être capable d'atteindre. Mon chum, lui, il prend ses marches, il sort dehors, il fait pour lui. Je sais, je peux pas perdre sa bulle. C'est pour lui qui fait ça, il est bien. Donc, mais j'aimerais ça avoir cette drive-là, de me créer une habitude, puis d'être capable de la tenir, mais de le faire pour moi et avant tout, là. Je trouve ça difficile. Ça fait partie de quelque chose que je veux travailler, là. Autant m'arrêter pour moi-même que travailler ma confiance pour être dit, regarde, je vais faire quelque chose. De prendre plus d'initiative dans ma vie personnelle. Là. Autant je suis intense côté professionnel, ben, j'aimerais pouvoir apporter un peu d'intensité dans ma vie personnelle. Peut-être qu'on appelle ça l'expérience. Oui. Kim, avant qu'on conclue, j'ai une petite question. Faut que tu répondes vite. Tu es une femme très déterminée. Est-ce que tu es féministe? J'utilise pas ces mots-là, c'est pour ça. Ah, OK. J'utilise pas les mots walkisme, je sais pas trop. non, le work in progress. Ils font pas partie de mon langage. OK. Mais je suis déterminée, je suis moi, c'est tout. Oui, OK, ben, ça va. C'est beau, c'est ça, c'est beaucoup. Alors, on est rendu à la fin, Kim. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Gros merci. T'as accepté d'être la personne interviewée plutôt que l'intervieweuse. Est-ce que ça a été difficile? T'as perdu le contrôle à un moment donné, non? C'est ça. Oui. Puis ça s'est bien fait? Oui. Oui. Alors, t'es tenace à travers ta ténacité, tes arrêts, je veux dire, et tes va-et-vient dans ta carrière, tes questionnements, ton implication, ton engagement, je devrais se dire, dans l'environnement et dans l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup. C'est intéressant de voir ce que tu accomplis. Puis c'est une façon d'être qu'on pourrait déduire que ça te permet de mettre derrière toi des périodes qui parfois sont plus difficiles et de profiter de ces difficultés pour avancer. Alors c'est tout à ton honneur. Il y a des femmes comme toi, c'est pour ça que je
te parlais de féministes, c'est avec elle qu'on fait avancer la société et la société inclusive dans le cas qui nous occupe. T'as reproché souvent de manquer de modèle. Moi, je t'ai déjà entendu dire ça dans des entrevues, des conversations qu'on a pu avoir, et t'aurais aimé ça en avoir un modèle. Ben, je sais pas si t'es consciente de ça, mais tu es maintenant un modèle. Il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça, mais t'es devenu un modèle. Alors, des fois, on souhaite quelque chose, puis finalement, on le réalise autrement. Alors, encore une fois, on te remercie beaucoup, puis on va te suivre avec grand intérêt dans tes nouvelles aventures. Merci. Un gros merci à Vincent Flamand, pour nous avoir présenté Sakim sous un angle différent de celui qu'on connaissait. Alors, cette émission est réalisée par Mathieu Tessier, à la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Et Au-delà des limites, c'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion. Au revoir!